Premier invité, première histoire. Alors, avant de lancer la première histoire, j'ai une question à vous poser, Sonia. Est-ce que moi vous connaissez le mont Manukoko? Non. Ben, c'est une montagne, le mont Manukoko, qui se trouve au Timor oriental, en Asie du Sud-Est. Et elle domine une jungle luxuriante et là-bas, elle est considérée comme sacrée. Notre premier invité la connaît très bien, cette montagne, parce qu'il a essayé de la gravir et jamais il n'aurait pu se douter de ce qui allait lui arriver. Merci d'applaudir très fort Morgane Segui. Waouh, impressionnant. Merci beaucoup. Bonsoir la veillée. Bonsoir France Inter. L'histoire commence, comme Patrick nous a laissé, sur un petit sentier de montagne au Timor-Leste. Alors le Timor-Leste, c'est un tout petit pays, un des plus jeunes pays, en face de l'Australie, en face de la Papouasie. Et puis en face de chez moi, à Dili, il y a une île, à Taoro, avec son petit mont Manukoko, que tout le monde dit sacré. Alors je me suis mis en tête de traverser la mer et de grimper. Donc je traverse la mer et me voilà sur le sentier à grimper. Dès le début, tout semble me dire que je pars trop tard, c'est pas le bon moment, faudrait pas y aller seul, faudrait un guide. Les ronces s'accrochent à mon sac, les pierres roulent sous mes pieds, des araignées plus grosses que ma main barrent d'une toile gigantesque le sentier. Je suis obligé de me faufiler en dessous en priant qu'elle ne me tombe pas dessus. Alors, je continue à grimper quand même, c'est grisant de voir ce mont, et puis face à moi, à un moment presque arrivé, deux femmes, une jeune femme et puis une femme beaucoup plus âgée. Un œil blanc, aveugle, ça doit être sa maman, et la jeune femme me dit « Excusez-moi, Malay, l'étranger, c'est comme ça qu'on nous appelle là-bas, j'ai le devoir de vous expliquer. Ici, là où on a les pieds, c'est safe, c'est l'endroit des champs, c'est l'endroit des vivants. Juste au-dessus, là, vous voyez, la limite de mon champ, commence la partie sacrée, le monde loulique, le territoire loulique, habité de petits esprits, comment dire, malicieux. On ne sait jamais quel tour ils vont vous jouer. Alors évidemment, moi je suis encore plus intéressé d'aller voir là-haut. On me dit surtout, monte pas, ou si tu montes, redescends vite. Alors évidemment, je monte, il est tard, la nuit tombe, l'eau commence à manquer, mais me voilà tout en haut du mont Manukoko. Je suis heureux, je bois ma dernière gorgée d'eau. Là, les alarmes sonnent très fort dans ma tête et je me dis qu'il ne faut pas que je tarde à rentrer. Je me remets en chemin par le même sentier. Je marche, je fais quelques mètres. Et là, comme je vous vois, le sentier qui était sous mes pieds disparaît. Alors je cherche, je tourne, j'y crois pas. D'abord, je pense que je vais m'écarter d'un mètre ou deux, mais je me perds. Et plus je me perds, plus la nuit tombe, j'ai plus d'eau, l'angoisse monte, il faut absolument que je retrouve un chemin pour rentrer au village. Alors je trouve un petit coin, je me perds dans une rivière et puis je me retrouve coincé au pied d'une falaise, impossible de faire demi-tour. Il ne reste plus qu'à monter cette falaise. Alors, je ne suis pas un mauvais grimpeur, mais je ne suis pas le meilleur, et puis un peu intrépide, dangereux. Je grimpe cette falaise. Les 30 premiers mètres sont faciles, les 10 derniers catastrophiques, arrive ce qui devait arriver. Je m'attrape, ce qu'il ne faut jamais faire, à une petite arbuste que j'avais testé, qui s'arrache bien évidemment. Et là, je pars en arrière. Tout s'arrête autour de moi, les graviers lévitent. Et me voilà au pied de la falaise. Blackout, obscurité totale. Combien d'heures sont passées? Je ne sais pas. Mais quand j'essaie d'ouvrir les yeux, je reste dans le noir. Mon corps est immobile. Et puis, avec un gros effort, j'ouvre l'œil droit. Le gauche ne répond pas. Mon corps est immobile, impossible de bouger. Seule ma main gauche commence à essayer de comprendre ce qui se passe. Je regarde au-dessus de moi. Je suis sous la lune, au pied de la falaise. Mes jambes sont immobiles. Et puis j'arrive au niveau de la tempe. Et là, j'ai un nouveau membre qui est apparu dans la nuit, comme une corne, quelque chose. Je sens, je touche. Il est sensible. Je ne comprends pas ce que c'est. Puis j'arrive au-dessus, et là, je m'aperçois que tout mon cuir chevelu a disparu. Cette langue, cette oreille de Pluto, comme je l'ai appelée, c'est mon crâne, mon cuir chevelu qui pend. Je continue, mon bras est cassé, mon pied est fendu. Je suis encastré dans une pierre volcanique. Bon, je connais les règles de survie. 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans manger. Bon, mon cas, mon sort a l'air réglé. Dans 2 jours et demi, je serai mort de soif.
Alors je me rendors, je vous passe les esprits qui viennent me chatouiller, la mort qui s'assoit à côté de moi, la vie qui discute, ils ont l'air de discuter de mon sort. Et puis le jour se lève. Alors le soleil tropical tape, 6h30, 7h. Je rampe, je m'extirpe de cette roche et je me mets dans un petit coin à l'ombre un peu plus bas, au pied de la falaise. Premier jour sans eau, deuxième jour sans eau, je commence à sécher, troisième jour sans eau, je ressemble vraiment à un pruneau séché, ma peau se rétracte, je sens que je pèse plus grand chose. Et puis, je suis pas inquiet, je suis heureux de mourir là finalement comme un mammifère. J'ai jamais été l'aventurier, l'homme contre la nature. J'ai toujours aimé cette balade de bouquetins, de chèvres. Et je suis là, voilà mon troisième jour sans eau. Et dans la nuit, je parle de chèvres parce que un troupeau vient me visiter. Une chèvre, deux chèvres, trois chèvres, quatre chèvres, et puis un petit cabri. Le cabri met son nez comme ça, sur mon nez, ça truffe à truffe. Ça me donne vraiment la pêche, ça me fait... J'ai vraiment eu l'impression que des gens sont venus me rendre visite, quoi. Et puis, ils partent, ils disparaissent, je les vois partir comme ça, derrière un bosquet. Et voilà, mon petit troupeau de chèvres qui grimpent la falaise d'où je suis tombé. Alors évidemment, ils grimpent pas comme des idiots tout droit, comme moi. Ils ont un petit chemin qu'ils ont fabriqué d'année en année, qui zigzague la falaise, et je les vois monter. Et je me dis, si je pouvais partir, si je pouvais repartir, j'utiliserais ce chemin de chèvre. Je me rendors, je dors beaucoup dans cette histoire, j'adore dormir, je suis un bon dormeur, c'est peut-être aussi, avec la chance, un des ingrédients de ma survie. Et je me réveille. Et là m'arrive, 4e jour sans eau, ce que j'avais lu dans aucun de mes livres d'aventure favoris. Mon corps se lâche, mon corps se vide, je me fais caca dessus. Voilà, je suis couvert d'excréments, je suis allongé, je suis comme un pruneau séché. L'enterrement a presque commencé. Et je me dis là, c'est plus l'aventure, c'est plus Cassel, c'est plus Jack London, quoi, c'est plus les grands sommets. Là, c'est pas chouette, quoi. Faut trouver quelque chose. Donc je me lève, tant bien que mal. Il m'a fallu des heures pour me lever, il m'a fallu des pages pour décrire ça, mais je me lève, c'est dur, je tombe, je me relève, et puis je pars à petits pas. J'avais appelé ça petits pas de grand-mère en hommage aux petites grand-mères d'ex-URSS que je connais, qui parfois mettent 1 heure à faire les 500 mètres qui les séparent du marché pour aller faire 3 courses. Et je me voilà parti à petits pas de grand-mère sur le chemin de chèvre. Il me faudra 1 jour et demi pour gravir finalement cette falaise, m'abriter, trouver du repos. Toujours avec mon scalp, mon bras cassé, mon pied fendu. J'arrive dans un champ. Dans ce champ, je passe une première nuit. Et puis au petit matin, je m'aperçois qu'à l'autre bout du champ, de l'autre côté de la vallée, il y a une maison. J'appelle et on vient me chercher. Là, c'est Moïse, Man Moïse, comme on dit poliment là-bas, qui vient me chercher et qui m'amène à sa petite maison. Une petite maison de rien du tout, 2 mètres par 2, une maison de champ où on se repose, on boit le café. Et puis Moïse, avec sa femme Rachel, ils me nourrissent. Et puis ils m'amènent au village, 2 heures de marche de cette petite île. Et ils vont chercher Manaati. Alors Manaati, elle a plein de qualités et elle a surtout un téléphone portable chargé avec du crédit, chose rare dans ce petit village. Et fantastique, elle parle anglais. Moi, c'était ma première année à l'époque au Timor. Mon tétoun, la langue locale, était vraiment loin d'être parfait. Et donc Manaati, avec son téléphone, l'anglais, elle prend soin de moi. Elle me demande qui je veux appeler, elle organise les secours. Et on appelle un pêcheur qui va m'amener de l'autre côté de l'île, où un petit avion pourra le lendemain venir me chercher. Et on passe comme ça du temps, on appelle mes amis qui prévoient des ambulances à mon arrivée à Dili. Et puis au bout de 3/4 d'heure, Manaati me dit « Viens, on va voir Moïse ». Elle raconte à Moïse le plan d'évacuation que Moïse devra suivre le lendemain. Et puis elle me dit « Morgane », sacré Manaati, elle me dit « Morgane, je dois y aller parce que c'est les funérailles de ma fille ». Alors, moi je suis un imbécile, je la fais répéter. Comment ça, les funérailles de ta fille ? Oui, elle est morte, elle avait 9 ans, mais c'est rien. Elle était malade depuis qu'elle était petite. Puis toi, t'es vivant, alors on s'occupe de toi. Alors, je l'ai remercié, je savais rien dire. Je suis rentré. J'ai eu le petit avion, le petit bateau. Je suis allé à l'hôpital. Puis un jour, on m'a appelé pour aller raconter l'histoire.
Alors j'avais très envie de vous parler de Manatee, du Timor, et de ces gens qui, malgré les temps difficiles, peuvent aider un imbécile qui est tombé près de chez eux. Merci beaucoup. Morgane Séguy.